pertes d'argent, de comptabilité, et aussi des pertes au niveau de l'environnement. Donc, aux éditions d'Édicat, on ne connaît pas le pilon, dans ce qu'on appelle le pilon dans le domaine de l'édition, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la destruction du livre. Il n'y a vraiment aucune perte. On publie aussi nos ouvrages au format numérique, au format PDF, EPUB et la plupart des formats disponibles aujourd'hui. On fait la distribution de nos livres dans plusieurs boutiques en ligne, que ce soit Amazon, Kobo ici au Canada, ou des boutiques en France comme ActuLib et plusieurs autres. Donc voici un peu notre manière de procéder, notre philosophie, ou si vous préférez nos objectifs au sein de la maison d'édition. Donc si on regarde le tableau ici, la philosophie de l'entreprise, le premier point c'est réduire les coûts en utilisant des nouvelles technologies. Utiliser l'impression à la demande pour ces livres en papier. Utiliser ceux-ci dans leur version numérique. Déployer l'offre sur plusieurs plateformes de vente. Utiliser les réseaux sociaux comme outil de promotion. Maximiser l'efficacité tout en réduisant les intermédiaires. Rendre inexistant le pilon, c'est-à-dire la destruction des livres. Et concentrer nos efforts à faire connaître la maison d'édition. Donc, comme vous pouvez le constater, on utilise beaucoup la synergie de l'Internet à l'heure actuelle pour promouvoir notre travail et la vente de nos livres. En ce qui concerne la diffusion de nos livres en papier, on diffuse dans plusieurs boutiques en ligne. Je dois préciser que pour l'instant, on ne fait pas réellement de distribution de nos livres papier dans les librairies. Ça, c'est un projet qu'on a en développement pour l'année prochaine. On est en train de travailler sur un réseau de distribution, autant ici au Québec, au Canada, qu'en Europe, en France. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine, dès le début de l'année. C'est quelque chose qui devrait se faire. Pour l'instant, depuis le début de notre maison d'édition, ce qu'on fait, c'est par Internet. Donc, pour ce qui est de nos livres en papier, comme je vous disais tout à l'heure, on fait de l'impression à la demande, c'est-à-dire que s'il y a une demande, que ce soit animée ou en plusieurs exemplaires, le livre est aussitôt imprimé et expédié aux clients. On utilise pour cela plusieurs imprimeurs situés à travers le monde. On a des imprimeurs aux États-Unis, au Canada, on en a un à Vancouver, au Nouveau-Brunswick, un autre imprimeur en Angleterre et en France. Donc, on y va toujours selon la demande. D'où provient la commande du client, c'est-à-dire on va utiliser l'imprimeur qui va se trouver dans un imprimeur local. Donc, nos livres papier sont diffusés dans plusieurs boutiques en ligne. Donc, au Canada, on utilise la boutique l'Intercom, qui est toute nouvelle, mais qui va faire son petit chemin. Et d'autres boutiques en France, comme Carly, Bourse aux livres. Aux États-Unis, notre partenaire Authors Bookshop, qui est très important. Price Minister, qui est très, très connu en France. Lulu.com aux États-Unis, et qui est aussi très développé en Europe, dont la France. Et bien sûr, on met nos livres en vente chez eBay, qui est un réseau international que tout le monde connaît. Donc ça, c'est pour la diffusion de nos livres en papier. Pour nos livres au format numérique, on utilise aussi plusieurs boutiques en ligne sur le même principe que les livres en papier. C'est-à-dire des boutiques qui peuvent se trouver autant au Canada, aux États-Unis qu'en Europe. Donc on travaille beaucoup sur l'international. Dès le départ, ma vision à moi, en tant que fondateur des éditions d'Édicat, c'était de prendre toute la place qui nous revenait, non pas sur un marché limité, mais sur un marché international. La place, elle est là, il faut la conquérir. Donc, dès le départ, la philosophie, c'était déjà celle-ci. Donc, pour les boutiques en ligne, pour les livres numériques, on utilise plusieurs boutiques comme Kobo. On a signé un contrat non exclusif avec Kobo récemment. Amazon aux États-Unis. ActuLib en France, plusieurs boutiques comme Paylose, IKEA, Entouragef, avec lesquels on a un contrat. Entouragef, c'est une boutique, mais c'est pas seulement une boutique Entouragef, c'est que c'est une liseuse, mais c'est ce qu'on appelle un dissoir d'eau. Là, je ne suis pas ici vraiment pour vous parler de cette machine-là, mais c'est
parle très peu. C'est une liseuse, une machine qui n'est pas très connue au Canada. Elle est surtout connue en ce moment aux États-Unis. Le développement pour le Canada, c'est un mot un peu, c'est que c'est un dual book. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la liseuse de livres numériques, et de l'autre côté, vous avez l'écran LCD qui fonctionne sous Android. C'est-à-dire un peu avec le même principe que l'iPad, avec plusieurs applications qu'on peut télécharger, souvent gratuitement, et qui nous permettent, c'est un outil de travail merveilleux, entre autres pour les gens d'idées, les éditeurs, que ce soit des écrivains ou les étudiants, c'est vraiment un très bel outil. Puis nous, on a la chance d'avoir signé un contrat avec eux, on est très contents. Donc nos livres sont en processus de diffusion dans leur boutique en ligne, en téléchargement direct sur leur liseuse, ou pour être plus précis sur leur dual book. Donc, on a des ententes aussi avec Amazon, Payload, Kobo au Canada. On a signé un contrat avec eux. Là, on est encore une fois en processus de diffusion. Nos livres devraient tous se trouver sur Kobo dans les semaines qui vont suivre. Bon, en tant qu'entreprise tournée vers le numérique, vers Internet, on utilise, comme vous devez vous sentir un peu, les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on est dans une force actuelle. Aujourd'hui, on est dans une synergie incroyable. Puis nous, on a fait en sorte de tout automatiser notre processus. Souvent, notre information va partir de notre blog officiel ou ça peut provenir aussi de d'autres sources qu'on contrôle. Une autre source, c'est notre boutique en ligne, parce qu'on a aussi un site dans lequel on diffuse nous-mêmes nos ouvrages. Donc, lorsqu'on annonce une nouvelle publication, ça va partir automatiquement sur les réseaux sociaux, mais d'une façon automatisée. Donc, pour les réseaux sociaux, je vais vous nommer les principaux qu'on utilise. Bon, à partir de notre blog officiel, surtout. Donc là, l'information se diffuse sur la plupart des réseaux sociaux que vous connaissez. Facebook, Twitter, NetVibes, Paperblog, Le Post. Il y en a des moins connus, mais qui sont très intéressants. Voir.ca, qui est un journal culturel ici, mais qui offre aussi à tout le monde de créer leur blog, leur propre blog. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'en créant un blog sur le site de Voir, c'est qu'on risque d'être très vu par des gens, en général, qui aiment la culture. Donc, eux aussi, ils offrent le fameux site RSS. Donc, les nouvelles peuvent être dispersées là même où on ne peut même pas se douter. Donc, dans les réseaux sociaux, il y a Friendly aussi, Wikio, NeoNews. Dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux réguliers, ceux qui sont les plus connus, bon, il y a Facebook, Twitter, il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. Comme si on parle de Paperblog, on parle de Le Post. Ça, c'est deux services Internet gratuits. Moi, je vous donne un clou un peu en passant. C'est que nous, on utilise beaucoup le post.fr pour diffuser des articles. On va écrire nos propres articles. Souvent, on va réaliser des entrevues écrites avec nos auteurs. Puis là, on va aller les publier sur le post. Mais en faisant ça, on attire un lectorat important. Pour certains articles, on peut toucher des milliers de personnes. On a la preuve, entre autres, avec M. Jean-François Capel, qui est ici, qui est un de nos auteurs. On a publié une de ses entrevues il y a quelques mois et il y a eu 2 ou 3 000... 4500. 12 000 et quelques. C'est ça. Donc, c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment sortir des médias traditionnels. On peut se tourner réellement vers des médias non traditionnels et atteindre un lectorat qui est quand même assez important. Là, on ne parle pas du papier, là. On parle vraiment d'Internet. Tu sais, c'est merveilleux là, quand on y pense comme ça. C'est extraordinaire. Donc, au niveau de la promotion, on utilise, comme vous voyez, les forces, toute la force de l'Internet. Donc, on utilise aussi beaucoup la vidéo. Ça, c'est très important. On essaie d'utiliser vraiment toutes les plateformes. Donc, moi, il n'y a pas un événement où je vais, dans lequel on participe, je fais toujours de filmer. Toujours. Là, après ça, je vais appeler à mon bureau, chez moi, je vais faire un montage de 10 minutes, de 20 minutes, parfois de 45 minutes. On essaie d'en faire une vidéo le plus professionnelle possible. Et là, on le diffuse. Encore là, il faut connaître les trucs, parce que si on dit, bon, je vais diffuser chez Dailymotion, YouTube, Kevogo, si tu le fais individuellement, ça prend de l'énergie. Sauf que, bon, il y a des systèmes de publication qui existent. Moi, j'en utilise un, entre autres, que tu utilises ce système-là, tu
boutons vidéo, eux vont s'occuper de diffuser partout. Donc, moi, je ne m'occupe pas vraiment de YouTube ou de Dailymotion. Je m'en vais dans ce système-là, je publie une vidéo, et eux, automatiquement, ça s'en va partout. Ça va se disséminer sur Internet. Puis quand je dis disséminer sur Internet, comme on dit en bon québécois, je ne vous raconte pas des conneries. Pour la simple et bonne raison que dans un de ces réseaux-là, il y a un réseau, il y en a un qui est un peu moins connu, même je dirais beaucoup moins connu que YouTube, mais dont les personnes devraient l'utiliser plus souvent, c'est le fameux Kewego, que vous voyez ici. Je vais vous dire que quand vous diffusez une vidéo sur Kewego, votre vidéo va être diffusée à l'échelle internationale. Votre vidéo va se rendre jusqu'au Japon, traduite en Japon, je veux dire les écritures, pas de vidéo, mais bon, ça va la vidéo va se retrouver sur des sites japonais, ou des sites, on ne pourrait même pas se douter. Donc, c'est très important, à mes yeux, d'utiliser un des types de vidéos qui s'appelle Kewego. C'est vraiment un peu, il s'occupe vraiment de disséminer l'information à l'échelle planétaire. Là, c'est sans oublier, bien sûr, des sites classiques, comme Dailymotion, YouTube, Watt en France, DiffTV aux États-Unis, et Mediatek. Et il y en a des dizaines d'autres. Donc, voilà. Oui, je vous dirais pas aussi de vous dire que certains de nos ouvrages, avec l'accord des auteurs, on diffuse nos ouvrages en lecture libre. Le plus souvent qu'autrement, nos ouvrages vont être en lecture libre à 20 ou 25%. Bon, ensuite, c'est sûr que le lecteur, s'il veut continuer, il devra acheter soit le livre numérique ou la version papier. Certains ouvrages, avec leur accord, ont accepté de diffuser l'intégralité de leur contenu, ce qui est, à mes yeux, ce qui est une bonne chose à mes yeux, et en certains cas. Parce que moi, ma philosophie est celle-ci, c'est que si quelqu'un va lire un livre sur Internet, au complet, c'est parce que c'est une personne, en général, qui n'aurait pas acheté. Si quelqu'un, parce que lire un livre sur Internet, c'est pas quelque chose de facile. Lire un roman de 250 pages ou 300 pages, c'est quelque chose. Donc, cette personne-là, moi, je me dis, bon, si elle a lu le livre de la première à la dernière page, probablement que ce n'était pas un client pour nous. La personne qui veut acheter, elle va lire un extrait, puis là, elle va se tanner un peu de lire sur l'ordinateur, puis elle va se dire, je m'en vais dans une boutique, j'achète le livre pour lire le livre. Donc, on utilise encore une fois plusieurs sites pour diffuser nos ouvrages en lecture libre. E-books, BookBook en France. C'est toujours des sites qui se trouvent soit aux États-Unis ou en Europe. Il y en a très peu au Canada. Puis, pour terminer avec le fameux Google dit que on obtient quand même une diffusion internationale grâce à eux. Puis un des avantages de Google, c'est qu'on contrôle très bien nos informations. C'est-à-dire quel pourcentage qu'on peut donner en lecture libre. Il y a toujours un lien, à chaque livre, il va y avoir un lien vers une boutique. Okay? Donc les gens qui lisent ce livre, d'un seul clic, peuvent se retrouver pas dans la boutique comme telle, encore mieux. Nous, avec les éditions d'Édicat, c'est que lorsque la personne va cliquer dans le lien qui se trouve dans le site Google, il va arriver non pas sur le site, il va arriver dans le panier de choses. Ça, c'est encore mieux. Donc, la personne qui se retrouve dans le panier d'achat, il reste à mettre la carte de crédit, puis bon, il peut acheter. Donc, c'est un peu ça le réseau que les éditions d'Édicat utilisent. Comme vous voyez sur le tableau, pour résumer, les éditions d'Édicat utilisent toute la force synergique de l'Internet et les nouvelles technologies pour promouvoir les livres et leurs auteurs. Optimisation des processus de diffusion et commercialisation par l'intermédiaire du numérique, du Web 2.0, des réseaux sociaux et de tous les outils mis à notre disposition sur Internet. Donc, je vous ai décrit un peu la globalité des éditions d'Édicat, sur notre manière de fonctionner, puis notre vision de l'avenir. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Oui. Moi, j'ai Oh, excusez-moi. Madame. La question que je posée, c'était un peu votre philosophie sur votre plan éditorial. Quels auteurs publiez-vous, quels auteurs recherchez-vous, ou quels auteurs vont être intéressés à faire votre maison d'édition, à quoi vous payez en tant qu'éditeur
non pas seulement les technologies de diffusion, mais comme contenu. Je ne sais pas si on peut parler de distinction en tant qu'éditeur. Nous, on est un éditeur généraliste. Okay. Donc, on dit tous les genres. Ça peut être roman, science-fiction, nouvelles, poésie, des livres pour jeunes, des livres jeunesse. Nous, c'est encore une fois par Internet qu'on fonctionne. L'auteur qui est intéressé, premièrement, il va visiter notre site. Là, il y a quand même beaucoup d'informations diffusées sur notre site Internet. L'auteur, en partant, il peut prendre connaissance. Même notre contre-titre est en téléchargement en ligne. Donc, on donne vraiment l'information d'une façon claire. Donc, l'auteur intéressé, il va aller sur notre site, puis il va remplir un formulaire en ligne, dans lequel il peut nous envoyer son manuscrit, sa biographie, sa photo et toutes les informations nécessaires. Nous, c'est certain, lorsqu'on reçoit ça, il y a un rejet, quelque part. Ça dépend, on regarde la qualité, il va avoir lecture du livre. Ce que je veux dire par rejet, c'est qu'on n'acceptera pas tout. C'est pas parce que quelqu'un va appeler sur notre site, va nous envoyer le formulaire, que c'est acquis. C'est pas acquis. On fonctionne un peu. Les éditions d'étiquettes se situent un peu entre le traditionnel et le numérique. On est un peu du traditionnel, mais un peu de l'avenir en tant qu'éditeur. Donc, c'est certain que lorsqu'on a un manuscrit, on le lit. C'est sûr que, vraiment, ça n'a aucun sens, on va rejeter. On va écrire à l'auteur, on va dire, désolé, soit il faut retravailler le texte, ou quoi que ce soit. Si on voit que c'est valable pour publication, on enclenche le processus. Sauf qu'il va surgir une fonction qui n'existait pas avant dans ce que j'appelle le ESS de l'économie solide et sédentaire, qui s'appelle le coach. Parce que toi, tu as une écurie de 70, 80, 100, 200 auteurs qui n'ont aucune idée c'est quoi de se transformer en ESS, en ENN. Donc, on va prendre un coach, un peu comme dans la Ligue nationale, toi, si tu veux, la Ligue junior, majeure junior. Et de ces gens en train de coacher à savoir comment marche le média, comment marche l'électronique, comment on devient un auteur numérique, quelles sont les façons de travailler. Il va y avoir un coach. Et de là surgissent des vedettes médiatiques qui s'appellent ton train, la locomotive de base. Et il doit y avoir des mécanismes, pour moi, dans les bassins de chat, où le coach dit, lui, il est prêt à passer une autre étape. Et là, je vois des mécanismes, et pour moi, le papier, dans ce sens-là, devient une récompense. C'est-à-dire, non pas, c'est comment je vois une maison d'édition. Par exemple, tu vois une revue littéraire qui s'appelle n'importe quoi, Zoo International. Alors, ça donne que tu as un auteur, que tu mixes avec un peintre en Allemagne, qui est intéressé à l'œuvre. Ta revue internationale, c'est cette revue que le making-of, et là, tu montes ta locomotive en renseignant les gens sur comment tu as transformé un ESS en ENN. Alors, pour moi, ce qu'on appelait avant un agent de presse, ce qu'on appelait avant un éditeur littéraire, il faut bien comprendre que l'éditeur qui fait le choix artistique ou qui fait les coupures, ça va terminer ce projet. Pourquoi? Parce que tu le vois déjà dans l'histoire. Par exemple, quand tu regardes Proust arrive et choisit Gallimard. Il paye, puis quand Gallimard écoute, je te paye, ce que tu vas faire, c'est que tu fais juste corriger les coquilles, puis tu touches pas mes textes, même si tu n'aimes pas ça, tu les touches pas. Et tu vas avoir la même chose dans l'histoire, par exemple, Michel-Ange, quand le romantisme commence, qui dit au plat, tu rentres pas dans la chapelle, j'ai une œuvre à faire, tu restes dehors. Et Beethoven, qui dit, moi je suis. Alors, on va faire ce qu'on appelle, je termine, on va faire ce qu'on appelle les auteurs au roi. Mais l'auteur au roi amène aussi l'éditeur au roi. Et pour faire des éditeurs rois qui travaillent en synergie de réseau avec l'éditeur roi, ça va prendre un coach de passage entre le ESS et le ENN. C'est ma pensée. Ça c'est bien. Très bonne idée. Produire son propre livre, mais là, on entre dans le même processus que l'édition traditionnelle, c'est que l'auteur va demeurer dans ce cas-là un auteur autorisé. Moi, je crois que l'éditeur a encore sa fonction. Le numérique n'arrêtera pas ça. Mais dans l'idée du coach, moi, je trouve l'idée excellente. C'est quelque chose à développer. C'est-à-dire que celui qui commande l'œuvre devient le sous-traitant du créateur, même s'il s'en aperçoit pas. Parce que le créateur acquiert une dimension non pas parce qu'il va se passer d'éditeur, il va l'obliger, la même chose que Picasso, quand le Marchand d'or arrive chez Picasso en 1914,
Picasso dit, j'ai des œuvres moins bonnes ici, puis j'en ai des bonnes en arrière. C'est bonne valeur, tu vas m'acheter mes moins bonnes, puis si j'ai confiance en toi, et c'est l'auteur qui devient le maître d'œuvre pour permettre à l'éditeur de se concentrer sur le réseautage international. Alors, l'éditeur va arrêter de faire du babysitting. On n'a pas demandé à Picasso d'éditer ses œuvres, ses tableaux. L'auteur devient un créateur à part entière. Et c'est ça que l'auteur doit devenir. Il doit devenir le Picasso de l'ère numérique. Et à ce moment-là, l'éditeur, SS lui nuit, pour moi. Alors, l'éditeur doit au contraire devenir le Picasso du réseautage international, pendant que l'auteur devient le Picasso de l'écriture internationale. Merci. Vous avez d'autres questions? Oui, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez toujours été dans le domaine littéraire ou informatique, technologique? Non, moi, parce que il ne me semblait pas être du domaine littéraire. Oui, absolument. Ah ouais? J'ai commencé ma carrière il y a 27 ans, à l'âge de 20 ans, j'en ai 48. Je suis entré dans le milieu culturel en publiant mon premier recueil de poésie. Puis à cette époque-là, je devais auto-éditer. Donc, je m'étais occupé moi-même de la mise en page, j'avais fait la couverture moi-même, je m'étais occupé de l'imprimeur. Je suis dans le milieu, mais par la suite, bon, on a eu des galeries d'art aussi. J'ai toujours vagué dans le milieu des arts québécois, toujours. Il y a beaucoup dans la chose de production, ce que je peux voir, hein, de leading, de leading, de lead, être un leader. Là. Oui. Plus, vous avez, non, sauf que c'est le sens, vous avez les deux. Non, mais c'est ça, parce qu'habituellement, les créateurs, ce sont que créateurs, ce ne sont pas vraiment. C'est tout ça que je me demandais. C'est certain que, bon, présentement, je ne me consacre pas vraiment à la création. Bon, j'ai un projet de livre qui dort depuis 15 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans sur un projet de livre. Là, j'ai pris de côté pour me consacrer justement à regrouper les autres artistes pour faire des projets. Mais c'est une autre création. Oui. Non, mais c'est bien intéressant ce que vous avez amené. En tout cas, moi, je le pense exactement pareil, parce que je viens d'acquérir une maison d'édition depuis 6 ans. Puis, bon, là, c'est ça, il faut que je la mette un petit peu plus à ma main et tout ça, parce que, bon, elle a une entité, elle a un enfant. Puis moi, c'est exactement ça, c'est que ça va être, c'est ça, sur le web, ça va être numérique, peu d'impression par ligne, justement, du point de vue environnement, puis économique, puis l'entreposage aussi, etc., etc. Puis aussi les libraires, il y a beaucoup de libraires qui ferment. Les libraires ne s'adaptent pas au nouveau monde. C'est ça, fait que là, en tout cas, moi j'aime bien votre approche par rapport à ça. Ça, je suis curieuse de savoir. Mais la poésie, c'est quelle maison d'édition vous avez publié? Moi, j'ai publié deux recueils de poésie, auto-édité. Ah, c'est vous-même. Auto-édité, bon, moi, j'ai fait mon chemin rapidement, sans vouloir me manger en public, mais j'ai fait parler de moi dans les médias assez rapidement, dans la presse Francine Gilmati me suivait beaucoup. À chaque fois que je faisais quelque chose, on entendait de moi, mais c'était auto-édité. Autrement dit, je n'ai jamais attendu d'être quelqu'un pour faire quelque chose. Ben, c'est pour ça que je vois qu'il y a l'aspect, vous avez vraiment une lignale balancée, parce qu'il y a l'aspect création littéraire, mais il y a l'aspect vraiment. Pour ça, j'étais curieuse de savoir. Dans la littérature, actuellement, c'est quoi ce caractère-là? Galerie d'art. On s'occupait de la galerie Frère Jérôme sur la Saint-Denis. Oui, je connais. Ensuite, on a mis à brève avec la galerie des arts. Par la suite, j'ai ouvert ma propre galerie sur le boulevard Saint-Laurent. Donc, comment ça se fait? Imagine. Dans le Cooper Building. Ah oui, ok. Mais il faut bien comprendre que maintenant, tu vas avoir beaucoup d'auteurs pré-Internet puis d'auteurs post-Internet. Ouais. Il faut bien comprendre que les auteurs de l'avenir commencent par les blogs. Mais il y en a qui ne veulent pas aussi s'adapter à ça. Question sur le côté un peu technique, je vais répondre un petit peu. Vous éditez les livres, donc les manuscrits. Oui, pardon, je vous comprends. Vos manuscrits, j'ai observé que vous m'avez dit en format Word. C'est vous qui m'avez dit ça, je pense, en format Word. Et qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour. En fait, ma question, c'est à partir du document manuscrit Word. Si vous allez publier un livre imprimé ou si vous allez faire une version numérique, vous ne savez pas nécessairement toujours à l'avance, quels sont les outils d'édition que vous utilisez et quels sont les formats numériques? Le système est automatisé. C'est-à-dire que nous, dans les différents outils, on va envoyer le fichier Word. En général, c'est ça qu'on va faire. Nous, dans l'édition, on utilise Word. Ou des fois, le
sites en ligne, comme Amazon, c'est eux qui vont faire la conversion. Nous, on touche à rien. On va charger le fichier Word de notre livre. Eux, ils s'occupent de la conversion qui est très automatisée. Puis on touche à rien d'autre. Sauf que là, je vais être obligé de terminer parce